bien voilà, rebonjour à tous. Vous êtes en train de finir de déjeuner et cela tombe bien puisque le débat de ce début d'après-midi est consacré à la restauration collective. Il est intitulé « La végétalisation des repas en restauration collective bénéficie-t-elle aux fruits et légumes ?» Alors, vous avez entendu parler des lois Egalim, 1, 2, 3, bientôt paraît-il Egalim 4, mais ces lois imposent déjà à la restauration scolaire de proposer un menu végétarien hebdomadaire depuis 2019. Cette mesure s'inscrit dans le programme national pour l'alimentation, dont l'un des objectifs est la promotion des protéines végétales en restauration collective. Elle est applicable, si je ne me trompe pas, depuis le 1er janvier 2023 dans toutes les cantines générées par l'État et les entreprises publiques nationales. Et depuis le 1er janvier 2024 dans toutes les formes de restauration, je crois. Mais concrètement, comment cette disposition est-elle mise en place? A-t-elle permis de développer la consommation de fruits et légumes frais, c'est ce qui nous concerne ici à Medfeld, en restauration collective? Alors pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Cécile Rollin, qui est directrice de Restoco. Marie-Cécile, bonjour et merci d'être venue. Et Sylvie Rondel, qui est la directrice du du restaurant universitaire et des cafétérias Perpignan et Narbonne du Crous de Montpellier. Bonjour et merci d'être venue en voisine. Sylvie, vous nous porterez le témoignage de comment, sur le terrain, vous essayez d'appliquer ces mesures législatives. Mais tout d'abord, Marie-Cécile, déjà, pouvez-vous nous présenter un panorama de la restauration collective en France? Et après, on rentrera dans les détails de ces lois Egalim. Oui, ravie déjà que la restauration collective soit au sujet de ce Medfeld. Merci d'avoir fait en sorte qu'on parle de notre secteur. On n'est qu'un petit segment de marché pour les fruits et légumes frais. Alors, il y a une slide qui vous permettra de voir ce que sont les restaurations collectives. Puisque effectivement on parle de la restauration collective, mais c'est plein de secteurs différents. C'est 10 millions de personnes qui sont nourries chaque jour, au quotidien, là où elles vivent, que ce soit dans les écoles, de la crèche à l'université, que ce soit dans son entreprise ou son administration au travail, que ce soit à l'hôpital quand on est soit salarié, soit malade ou résident dans les EHPAD, que ce soit dans les armées, que ce soit dans les prisons. Voilà, tout lieu où des gens sont. Soit pour leur lieu de vie, soit pour un lieu où ils vont être pendant un temps donné. Donc c'est un secteur très disparate qui a un point commun, c'est les objectifs qui ont été fixés par la loi Egalim, et qui a un autre point commun quand même, c'est une restauration qui est sociale. C'est-à-dire que notre enjeu, c'est d'apporter à chacun un repas qui va être adapté à ses besoins nutritionnels, mais sans conditions de ressources. Donc l'accès, le repas n'est pas payé complètement par l'usager qui va avoir accès pour parfois quelques centimes, 1 euro pour d'autres ou un peu plus pour certains, vont tous avoir accès en tout cas à la même qualité d'alimentation. Et donc cette restauration collective, elle est identifiée par l'État depuis quelques années comme étant un levier à la fois pour la santé publique, à la fois un levier social pour permettre à tous d'avoir accès à un repas complet dans la journée. Et on a vu pendant le Covid, avec la fermeture des cantines scolaires, que ce n'était pas vain, qu'effectivement, sans la cantine, il y a des enfants qui n'ont pas accès à un repas complet. Et puis, c'est aussi un secteur qui peut être un débouché pour les acteurs agricoles de nos territoires et de la production française. Et donc, sur les fruits et légumes frais, donc j'ai Interfel, l'interprofession dont nous sommes membres, m'a transmis des chiffres. Effectivement, la restauration hors domicile, restauration commerciale et restauration collective représentent 10% de la consommation des fruits et légumes frais en France. Avec une restauration collective qui est un petit peu sous-consommatrice de légumes frais, puisqu'on va un peu plus travailler en surgelé sur notre secteur, en raison des volumes, en raison d'organisation de cuisine qui parfois n'ont plus de légumerie. Et il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui pour travailler sur des légumeries locales, pour répondre et permettre aux cuisines centrales de retravailler des légumes frais. Par contre, on est plus consommateur de fruits frais que la restauration commerciale, puisque sur nos obligations d'équilibre alimentaire, on va avoir une proportion importante de fruits proposés en dessert tous les jours dans nos restaurants. Donc, je réagis sur 2 chiffres là. 10 millions de repas par jour. 10 millions de personnes nourries chaque jour, ça ne fait que 10% de la consommation des fruits et légumes frais.
C'est-à-dire qu'on est largement en dessous de la moyenne de la consommation, puisque 90% c'est pour les 50 et quelques autres millions de personnes. Est-ce qu'on peut raisonner comme ça? Je ne sais pas. En proportion, ça fait beaucoup moins que le reste de la population. Est-ce qu'on consomme ailleurs? Non, je ne garantis pas parce que nous, la fréquence d'apparition des fruits et légumes dans nos menus est quand même plus exemplaire que ce que malheureusement le consommateur fait. Alors chez c'est lui. vrai que si on prend le scolaire, c'est pas tous les jours de l'année, donc il y a peut-être ce ratio-là qui... On est sur 140 repas par an uniquement, donc c'est peut-être ça qui continue. On est bon. Cette restauration-là est utilisée par les pouvoirs publics pour essayer de faire avancer ces politiques alimentaires. Et ça a été le cas notamment avec les lois Egalim. Oui, alors Egalim nous a donné dès 2018 des objectifs à atteindre dans nos achats. Alors, il y a plusieurs piliers en fait dans Egalim. Ils se sont servi de ce que l'on avait, nous, déjà défini de ce qui est une restauration collective responsable, avec notamment la démarche Mon Resto Responsable, dont le Crous parlera certainement. La loi nous a donné des objectifs sur les différents piliers que nous avions identifiés. Le premier pilier, c'est diminuer le gaspillage alimentaire. Donc, on a des engagements depuis quelques années sur la diminution du gaspillage. On est plutôt un des maillons le plus avancé sur ce travail-là. Un pilier sur l'achat, donc avec 50% de produits durables et de qualité à acheter en restauration collective, dont 20% de produits bio au moins, 20 ou plus. Et puis depuis 2024, on a un sous-objectif, alors qui nous concerne peut-être moins ici, mais de 60 à 100% de viande, volaille et poisson durables et de qualité. Voilà, donc c'est beaucoup de calculs à faire quand on fait nos menus. Vous imaginez bien que derrière tout ça, c'est des volumes, des euros achetés, mais nous, on nourrit des gens avec des produits alimentaires et pas avec des masses et des feuilles de calcul. Mais on fait ce travail-là. L'autre élément, c'est le repas végétarien, qui effectivement, repas végétarien qui est en fait dans la loi le repas sans viande ni poisson, plus exactement, et qui s'est imposé dans les menus. Je vais en reparler un peu plus. Et puis également un pilier qui est important, qui est sur l'information des convives, avec information sur la qualité des repas, sur les produits et les productions de qualité qui leur sont proposées. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que tous ces enjeux-là sont complètement complémentaires. En fait, on ne pourrait pas atteindre 50% de produits durables de qualité sans travailler sur les autres piliers. Maintenant, il faut être clair, ça ne suffit pas. Tout ça a été écrit en 2018. Depuis, il y a l'inflation que vous connaissez bien. Aujourd'hui, on estime qu'il manque 20 centimes d'euros par repas pour que la restauration collective soit au rendez-vous de ces 50% de produits durables et de qualité. Alors, on reviendra sur les histoires de tarifs avec Sylvie aussi. Mais donc, pour la partie mettre en avant les protéines végétales dans les repas, comment ça fonctionne et est-ce que finalement ça profite clairement aux fruits et légumes ou ça profite à toutes sortes de produits issus de protéines végétales? Comment ça s'est installé sur le terrain? Alors cet objectif, il est arrivé un peu rapidement au départ sur la restauration scolaire, puis aujourd'hui c'est une alternative quotidienne dans toutes les restaurations qui proposent un choix. Assez rapidement, puisque c'était une fois par semaine. En restauration collective, on n'a pas une carte fixe. On a chaque jour un menu, des menus différents, et on doit faire tourner nos menus sur 5 à 10 semaines. C'est-à-dire que la même recette, vous ne la retrouverez jamais d'une semaine à l'autre. Donc imaginez quand on vous impose une alternative quotidienne végétarienne ou un repas végétarien par semaine, ça demande d'avoir un nombre de recettes qui est assez impressionnant. Et donc quand l'objectif est arrivé, il n'y avait pas eu de temps de préparation. Donc le premier réflexe des cuisiniers de collectivité qui ont une formation hôtelier classique, donc une formation sur des recettes culinaire française très axée sur la viande et le poisson. Et donc au départ, ils ont pris les produits qu'on leur proposait et le marché a tout de suite vu une aubaine puisque les industriels nous ont proposé énormément d'alternatives qui ressemblaient à de la viande sans être de la viande. Donc dans les premiers temps et premières années, on a été très consommateurs de ces produits industriels, des nuggets végétariens, des fausses saucisses, voilà, tous ces produits-là qui ont inondé le marché. C'est en train de se
se rééquilibrer, puisque tout d'abord, ces produits, lorsqu'ils sont de qualité, coûtent cher. Donc la promesse qui nous était faite de dire allez sur le repas végétarien, vous ferez des économies, n'a pas été au rendez-vous puisqu'il coûtait très cher. Et puis il y a eu un refus des convives qui se sont bien rendus compte que le nugget, c'était pas le nugget qu'ils imaginaient. Donc ça a donné le temps aux équipes de cuisine de se former. Et là, on est en train d'avoir des équipes aujourd'hui qui sont formées, pas partout, mais de plus en plus dans les restaurants et les cuisines de collectivité. Et en se formant, elle commence à introduire de nouveaux produits. Puisque voilà, le premier repas végétarien, c'est le produit industriel, donc absolument pas au bénéfice des produits, des fruits et légumes frais. Aujourd'hui, on travaille sur des recettes qui nous font introduire des légumineuses. C'est aussi l'objectif nutritionnel qui nous est donné, hein, améliorer, augmenter la consommation des légumineuses en France. Et ce qui se complète en général avec des légumes, voilà, ou parfois des fruits, parce qu'on est aussi parfois sur du travail légumineuses fruits sur du dessert par exemple, puisqu'on va être sur l'équilibre, la ration protéique sur l'ensemble du repas. Voilà, donc je dirais pas qu'aujourd'hui on puisse dire que le repas végétarien soit vraiment une aubaine sur cette consommation. Néanmoins, il est en train de créer en ce moment un nouveau référentiel de cuisine en restauration collective. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est que la restauration collective, elle est pour une fois à l'avant-garde de la consommation citoyenne. On nous demande d'aller beaucoup plus loin que ce que chacun d'entre nous fait chez lui sur ses repas sans viande ni poisson. Et donc, c'est nous qui sommes en train de créer des recettes qu'on trouvera peut-être bientôt chez les personnes en grande surface ou en restauration commerciale. Donc il y a toute cette gamme de recettes qui doit se créer, ça prend du temps, ça demande à tâtonner, à se former, à travailler avec le convive, parce que on peut faire parfois des lasagnes végétariennes qui passent très bien dans un restaurant et qui ne vont pas passer sur une autre tranche d'âge. Voilà, sur des enfants plus jeunes, il y aura un refus global, alors que sur des étudiants, ça peut très bien se passer. Et donc on est en train d'apprendre ça, ça va prendre encore quelques années. Mais en tout cas, on est en train d'écrire un nouveau répertoire gastronomique plus végétal pour l'alimentation française. D'où la dimension pédagogique que vous aviez évoquée tout à l'heure, mais parce que là aussi, il faut convaincre, il faut expliquer. Est-ce que c'est le travail d'un chef de cantine, d'un personnel de cantine qui fait le service? Qui est-ce qui explique alors, on passe aux cantines scolaires parce que c'est le gros des troupes, de la maternelle jusqu'à l'université. Après, il y a d'autres secteurs, mais c'est là où il faut expliquer comment ça se passe concrètement, qui fait cette mission, qui accomplit cette mission d'explication de cette alimentation. Alors oui, c'est notre travail en restauration scolaire, mais aussi en restauration des adultes en entreprise, parce que là aussi, c'est encore plus compliqué, mais notre enjeu, c'est de nourrir les gens, nourrir des citoyens, pas vendre des repas. Donc pour nourrir, il faut s'assurer que même en restauration d'entreprise, quand l'adulte a le choix, on le conduise à aller vers des choix qui sont bons pour sa santé. Donc on a cette mission-là. On ne peut pas la faire seul. Les cuisiniers et les équipes de cuisine, plus globalement, au moment du passage en self, vont avoir un temps, ou du service à table, vont avoir un temps important d'information. Faire savoir ce que l'on fait, informer sur les repas, sur les produits qui se composent le repas. Maintenant, ça ne peut pas se passer qu'au moment du repas. Quand l'élève arrive, il a faim, il a envie de retrouver ses copains, il a envie de se rassasier. Donc si en plus il doit écouter tout ce qu'on va lui raconter, non, alors il a un temps il y a la relation humaine qui va se faire avec l'équipe de cuisine, qui va faire qu'il va peut-être mieux consommer son assiette, parce qu'il y aura une bonne ambiance avec le chef qui va lui dire « Essaye ce légume-là, je l'ai fait comme ci, comme ça, vas-y, je te promets, tu vas aimer ». Et l'enfant va essayer. Mais tout ça ne peut pas fonctionner tout seul. Et c'est pour ça qu'on porte notamment avec Interfel un plaidoyer qui vise à instaurer des cours de cuisine à l'école. Nous, on a besoin que l'éducation à l'alimentation, elle se fasse aussi dans le cadre scolaire, dans le cadre familial, et puis peut-être dans les cadres les lieux de vie des établissements scolaires. Donc il y a pour ça le programme Fruits et lait dans les écoles,
qui est un programme européen qui vise à augmenter et favoriser la consommation des fruits et légumes frais et des produits laitiers, et qui peuvent permettre de faire de la distribution de produits en dehors du repas ou pendant le repas de la cantine. Mais ça, c'est important pour que les gens, enfin pour que les enfants ou les adultes consomment ce qu'on va leur proposer. Il faut qu'il y ait toute cette communication qui soit faite autour. Le cuisinier peut le faire, mais il ne peut pas le faire seul. Merci Marie-Cécile. Sylvie Rondol, vous êtes directrice vous gérez deux restaurants universitaires ici à Perpignan et sur Narbonne, dans le cadre du Crous de Montpellier qui gère toute la région, l'ancienne région Languedoc-Roussillon, on peut parler comme ça? C'est ça. Donc ça fait combien de repas sur tout? On va où là? D'ici jusqu'à Nîmes? C'est ça. Le Crous de Montpellier regroupe les villes de Perpignan, de Narbonne, de Béziers, de Montpellier et de Nîmes. Donc ça fait combien à peu près d'étudiants et de repas Un nombre d'étudiants, non, j'aurais du mal. Un nombre de repas en 2023, nous avons servi 12 millions de repas, je crois. Ouais. Et ici sur Narbonne et Perpignan? Alors sur Narbonne et Perpignan, c'est beaucoup plus modeste. La taille du campus est beaucoup plus modeste aussi. Nous servons jusqu'à Perpignan jusqu'à 1200 repas jour en restaurant universitaire. Donc en restauration qu'on appelle la restauration assise et un peu plus en restauration debout. Et sur Narbonne, on est dans l'ordre de 250 à 300 repas par jour. Et ça, c'est que pendant la période scolaire ou... Tout à fait. Oui. Hors vacances, si un peu l'été? Non, que pendant la période scolaire. Jusqu'à fin juillet. Ouais. Voilà. Fin juillet. Jusqu'à fin juillet. D'accord. Donc comment quand ces dispositions législatives sont arrivées jusqu'à vous, comment vous avez regardé le sujet et comment vous avez fait en sorte de prendre en compte cela, puisque de toute façon c'était une obligation? Alors, je ne vais pas m'attribuer les lauriers qui reviennent Vous, à certains de mes collègues. C'est les services du Crous de Montpellier et qui ont évidemment pris en main et pris les devants parce qu'on a été quand même bien en avance sur les dates prévues. Et à titre d'exemple, actuellement, c'est tous les jours qu'il y a un repas végétarien au restaurant universitaire et en cafétéria. C'est-à-dire qu'il y a des sandwichs, des panini végétariennes aussi. D'accord, donc vous allez au-delà même de la demande publique. Tout à fait, mais on a compris, en tout cas dans le public qui vient manger au restaurant, ils ont cet attachement au plat végétarien. Et alors c'est quel type de produit que vous pouvez proposer? Comme disait Marie-Cécile, vous êtes parti sur les ersatz de viande. Je ne vais pas vous citer les 25 recettes qui rentrent dans le plan de menu qui fait 4 semaines au Crous de Montpellier. Mais à titre d'exemple, à midi, c'était la moussaka végétarienne et hier, des lasagnes aux épinards. Ça peut être des tartes d'épinards chèvre. J'en oublie beaucoup, ça ne me revient pas. Mais, donc le fromage, on peut. Le fromage, ça rentre dans... Oui, bien sûr. Oui. C'est vraiment ni viande ni poisson. Oui. On ne parle pas de végétalien, on parle de végétarien. D'accord. Donc c'est un peu plus facile déjà, si on peut mettre un peu de fromage pour... Non? On a droit au fromage et aux œufs. En fait, c'est vraiment défini par la loi sans viande ni poisson. Ça aurait dû s'appeler comme ça, oui. Bon, d'accord. Et après, il y a un problème budgétaire, j'imagine. Tout à fait. Le gros problème budgétaire. Alors, c'est combien un repas d'étudiant? Alors, on a comme budget par plateau un restaurant universitaire 2,24 pardon, cette année, 2,24 2,24 pour l'alimentation ou pour l'ensemble? Uniquement pour l'alimentation. D'accord. Toutes les composantes du plateau, on ne doit pas dépasser ce coût de 2,24 €. Et qu'est-ce que c'est? C'est entrée, plat, dessert? Entrée, plat, dessert, pain, sel, poivre, mayonnaise, ketchup. Un peu d'eau? Un peu d'eau. Quand même. Fontaine à eau. Une fontaine à eau, ouais. Et donc, comment on fait pour entrer dans ces clous-là? Alors, on fait confiance à nos services centraux, les services des marchés et le service qualité alimentation, qui vont, eux, définir nos besoins par rapport aux menus qui auront été élaborés par les chefs de cuisine. Les menus, les besoins sont quantifiés et ensuite, ce sont des marchés
Voilà. Et ce tarif, c'est le même dans toute la France? Non, tout le Crous de Montpellier. Crous de Montpellier. Mais qu'est-ce qui détermine ce budget? Qu'est-ce qui détermine ce budget? Le budget global qui est affecté à chaque Crous, divisé par le nombre d'étudiants qu'on sait qu'on va servir dans l'année. Parce que c'est l'État. Les Crous, c'est l'État qui finance cela. Oui. Donc il attribue une enveloppe pour les repas à chaque Crous et chaque Crous se débrouille. Oui, se débrouille. Oui, c'est ça. C'est bien calculé quand même. C'est bien calculé quand même. Et j'imagine qu'avec l'inflation récente, ça n'a pas dû faciliter les choses, parce qu'on ne vous a pas revalorisé l'enveloppe pour autant. Non, non, non. Mais par contre, ça nous a permis aussi de réfléchir et de nous réinventer, de supprimer peut-être quelques viandes dans la semaine, un steak haché par jour, de proposer autre chose aux étudiants et oui, de nous réinventer, c'est important aussi. Mais Marie-Cécile, du coup, est-ce qu'on arrive à faire des fruits et légumes, est-ce qu'on arrive à mettre des fruits et légumes frais? Parce qu'au-delà du coût de l'achat, il y a aussi du temps de préparation, et donc la préparation aussi du personnel. Donc où est-ce que c'est les produits transformés, les conserves, les produits surgelés qui tirent leur épingle du jeu? Alors, on est sur des produits bruts à cuisiner essentiellement, déjà parce que nos budgets ne nous permettent pas tellement d'avoir accès à des produits préélaborés. Maintenant, effectivement, en fonction de la taille de la cuisine, du nombre de repas produits et de son infrastructure, elle aura plus ou moins la possibilité de travailler les légumes frais. Les fruits, il n'y a pas de souci, on est vraiment en fruits frais, et avec une fréquence d'achat qui est importante, et avec la saisonnalité qui aujourd'hui fait partie de nos critères d'achat. Sur les légumes, il y a des légumes sur lesquels le travail de désinfection, etc., serait trop long. Et donc on va être soit sur la 4e, 5e gamme, soit sur du surgelé. Voilà, ça n'aurait pas de sens d'avoir du petit pois frais en restauration collective quand on fait 1000 repas jour. Et il y a des légumes, des crudités essentiellement que l'on va faire en légumes frais. Et là, sauf certaines cuisines centrales qui n'ont pas de légumerie. Voilà, c'est une petite proportion, mais qui font beaucoup de repas. Sur ces cuisines centrales sans légumerie, il y a beaucoup de plans alimentaires territoriaux qui travaillent à la mise en place de légumeries spécifiques pour la restauration collective, en particulier scolaire. Voilà, qui aujourd'hui travaille très bien avec ce débouché-là. Pour les autres, si on a une légumerie, ce qui est quand même le cas de tous les collèges et lycées par exemple, le cas de toutes les maisons de retraite, d'une grande partie des hôpitaux, là on va pouvoir travailler le légume frais, mais on va le travailler en frais à partir du moment où on le travaillera en crudité. Donc ça peut être la carotte fraîche, ça peut être voilà, beaucoup de ces produits-là. Par contre, dès qu'on va être sur du légume à cuisiner, à cuire, on va privilégier le surgelé pour des raisons de praticité. Et ça, voilà, ça n'aurait pas forcément de sens de mettre autant de temps de travail à laver les épinards ou équeuter des haricots. Voilà. Donc on est sur du surgelé mais brut, à cuisiner complètement dans nos cuisines. Sylvie, c'est comme ça que ça se passe dans le Crous de Montpellier? Tout à fait, je n'aurais pas mieux dit. Ouais. Donc les achats sont faits au niveau du Crous, c'est pas restaurant par restaurant. Les menus et les achats sont les mêmes pour l'ensemble de la région et des restaurants que vous avez cités. Oui, oui, c'est ça. Les mêmes menus, les mêmes produits, à une exception près pour Perpignan, pour ses fruits et ses légumes, puisque nous fournissons sur le marché Saint-Charles, nous avons un fournisseur sur place. On a fait ce choix et il a été accepté aussi par la direction. Parce qu'on ne voulait pas vraiment voir passer les fruits et les légumes sur Perpignan, partir sur Paris et revenir sur Perpignan. Mais ils ne peuvent pas aller jusqu'à Montpellier? Apparemment, c'est plus compliqué. D'accord. Décidément, la logistique fait aussi partie du sujet. Avant de continuer un peu, est-ce qu'il y a déjà une première demande de précision, réaction, besoin de compléments d'information?
Je me tourne vers... non, personne. Marie-Cécile, quelles sont les étapes à venir pour développer encore davantage cette consommation de fruits et légumes frais dans la restauration collective, sachant que c'est un petit maillon, mais c'est le maillon exemplaire pour l'État qui s'est en fait aperçu que finalement il demandait beaucoup aux citoyens et que chez lui, il n'était pas très en avance. Oui, alors il y a effectivement il y a la restauration collective d'État qui s'est engagée à être exemplaire. Alors quand on dit la restauration collective d'État, ce sont les armées, c'est les prisons, c'est les CROUS. Et c'est les restaurants interadministratifs. Donc toute cette restauration-là doit être exemplaire. L'engagement a été repris début avril dans la conférence des solutions avec les différents ministres. La conférence des solutions, en 2 mots, rappelez ce que c'est. Effectivement, pour relancer Egalim, Marc Fesneau, Agnès Pannier-Runacher, entouré de Stanislas Guérini, et Dominique Faure, si je ne dis pas de bêtises, ont réuni le secteur de la restauration collective pour renouveler l'enjeu Egalim, d'atteindre les 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio, avec pas vraiment d'annonce, mais en tout cas des points forts, de rappeler qu'il fallait arrêter avec la dictature du repas à 2 €, si je peux citer Marc Fesneau. Alors ça nous parle parce que nous, ça fait 2 ans qu'on se bat pour qu'en restauration hospitalière, il y ait 20 centimes d'euros qui soient donnés en plus aux achats de produits alimentaires, où on est à moins de 2 € par repas, on est à 2,50 € la journée, la demi-journée alimentaire, petit déjeuner, déjeuner. Donc, dans un hôpital. Dans un hôpital. Quand à côté de ça, on va servir un plateau où voilà, on aura peut-être 1,80 € de produits alimentaires sur lequel on doit avoir 50% de produits durables et de qualité et 20% de produits bio. Et à côté de ça, on va mettre aux gens un médicament qui s'appelle un complément nutritionnel oral pour éviter la dénutrition et qui, lui, va coûter 1,50 €. Voilà. Et donc ça, c'est une aberration que nous dénonçons depuis 2 ans. Et nous demandons que les équipes de cuisine aient 40 centimes d'euros de plus pour remplacer les 1,50 € de médicaments, parce qu'on sait très bien faire du repas enrichi en protéines pour lutter contre la dénutrition, en travaillant sur des légumineuses label rouge ou bio, en travaillant sur la crème entière bio et locale. Voilà, donc ça c'est le gros enjeu sur lequel on continue à challenger le ministre de l'Agriculture et le ministère de la Santé. Et on va aller plus loin parce que Restau'co vient d'obtenir être lauréat du PNA pour aller prouver que c'est possible sur 3 hôpitaux pilotes. Donc on s'est donné 1 an pour augmenter la part de bio, juste en remplaçant ce médicament par du produit fruits et légumes frais, légumineuses, produits laitiers bio sur ces hôpitaux-là, en montrant que ça ne coûtera pas plus cher. Et c'est juste une ligne budgétaire qui doit passer de la pharmacie au budget alimentation, mais on sait combien ça peut être difficile de faire bouger des lignes budgétaires dans des budgets d'État, et c'est le cas pour la restauration hospitalière. Donc cette conférence des solutions, elle a été créée un peu dans la foulée de la crise agricole. L'État s'est aperçu qu'il demandait beaucoup et puis il faisait peu chez lui, donc il commence à balayer devant sa porte, c'est ça? Alors, pas seulement, parce que nous, Marc Fesneau, on avait pris l'engagement auprès de nous il y a 1 an. Ouais. On l'avait rencontré en rappelant que l'inflation nous empêchait d'aller vers les objectifs Egalim et qu'il était primordial d'aller s'assurer que les budgets d'achat de produits alimentaires soient réajustés dans toutes les restaurations collectives. Et ce qui est compliqué, mais voilà, c'est que les budgets sont définis par plein d'acteurs différents en restauration collective. C'est parfois la mairie, c'est parfois l'interco, le département, la région, l'État pour certains, mais pas une grosse part. C'est le budget, alors c'est parfois l'État, mais c'est le budget de la santé et de l'hôpital, donc c'est même pas l'État directement. Donc et surtout ces maillons-là, il faut que les budgets soient rehaussés. Alors ça l'a été dans un certain nombre de communes, départements et régions, pas tous. Et il y a encore des acteurs qui jouent pas le jeu. On a rencontré des scolaires qui sont à 1,80 € pour faire un repas complet. C'est pas possible à l'heure actuelle. Ou alors on arrête, on n'est plus sur du produit de qualité, ou alors on ne met plus les quantités
nutritionnels exigés, puisque tout ça est encadré par la loi. Et on ne met plus de repas complets aux enfants, on met la moitié du repas en disant vous reviendrez vous servir si vous avez faim, ce qui marche absolument pas quand vous êtes sur des collégiens. Voilà, donc si on ne donne pas ces moyens-là, sur certains types de restauration collective, c'est pas possible. Et donc cette conférence des solutions, elle appelait chacun à la responsabilité. Les différents ministres, voilà, eux ont dit qu'ils feraient le nécessaire sur les restaurations collectives qui dépendent d'eux, et ont demandé que chaque administration, chaque élu fasse le nécessaire de son côté. Alors heureusement, il y a quand même des endroits, des régions, des départements où il y a à la fois du budget et à la fois de l'accompagnement au changement de pratique. L'un ne va pas sans l'autre. Ce qu'il nous faut aussi, c'est accompagner les équipes de cuisine. Quand Sylvie nous parle des menus végétariens, effectivement, c'est de la formation, c'est du travail pour imaginer, tester des recettes avant de les mettre au menu. Et tout ce temps de travail-là, tout ce temps d'accompagnement doit être prévu. Donc ça se met en route, il y a encore quelques mauvais élèves. Et le secteur qui est vraiment à la traîne et qui diminue tous les résultats, c'est le secteur de la santé médico-sociale qui représente la moitié des achats de la restauration collective. Un secteur dont on ne parle pas beaucoup. Et l'enjeu, et c'est notre priorité... C'est l'hôpital, non? Qu'est-ce que c'est la santé? L'hôpital, les EHPAD, les centres sociaux, secteur du handicap. C'est énormément de repas, c'est du convive qui peut être enfant, adolescent, adulte, personne âgée et personne malade ou pas. Et c'est un secteur qui a été beaucoup oublié des politiques publiques, un peu oublié aussi du consommateur, même si il y a des enquêtes de satisfaction quand vous sortez de l'hôpital et où on vous demande de dire si vous êtes ou pas content du repas, mais c'est à peu près le seul moment où vous ne choisissez pas un hôpital parce que vous allez bien manger. Voilà. Donc il n'y a pas cette pression-là, ni politique, ni convive. Et donc c'est un secteur qui a été oublié des politiques publiques. Donc chez Restau'co, ça fait 3 ans que c'est notre priorité parce qu'on est persuadé qu'en se privant de ces 50% des achats, on se prive d'un débouché pour les filières agricoles. Et nous-mêmes, on est membres des interprofessions agricoles. On a pris des engagements sur des débouchés possibles de la restauration collective, sur l'accompagnement que l'on allait faire des acheteurs. Mais on ne peut pas le faire si on se prive de la moitié de nos acheteurs. Donc il faut aller les chercher, il faut s'assurer de ces débouchés-là. Et c'est des débouchés qui sont intéressants parce que c'est des établissements qui sont ouverts toute l'année, parfois toute la semaine, et notamment l'été, qui est quand même une période importante pour les fruits et légumes frais, où on n'avait pas de débouchés en scolaire. Et là, on se retrouve avec un secteur qui marche complètement pendant la période estivale et qui peut être un débouché intéressant pour les fruits de saison notamment. Il y a des fruits en abondance, oui, l'été. Si lui, le prix moyen du repas en Crous pour l'étudiant, il est appelé à évoluer? Il faudrait? Il faudrait, non, là je pense qu'on est arrivé à quelque chose d'assez confortable pour servir nos étudiants. On a subi, comme tout le monde, les inflations des années précédentes, enfin des années passées. Là. Je pense que ça se stabilise. Non, je ne vais pas aller dans le sens d'Anne-Cécile qui parle plus de la restauration médicale et sociale. On est vraiment, je ne dis pas qu'on est à l'aise, c'est sûr que si on avait plus, on ferait encore mieux. Mais ça passe. Mais ça passe. Ça passe. Oui, ça passe. Et le côté, alors vous vous adressez à des jeunes adultes, pas à des enfants, est-ce que le côté information du public est une préoccupation ou on n'a pas le temps ou c'est pas... C'est très difficile, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ouais. On a beaucoup communiqué autour du gaspillage, ça rejoint aussi un petit peu toute cette démarche. C'est assez difficile de leur faire prendre conscience. Après, on a beaucoup d'affichage où on explique les choses, où on met des logos et ils peuvent poser des questions aux cuisiniers qui, évidemment, peuvent parler de ce qu'ils ont préparé le matin même en cuisine. Mais ils sont vraiment pas très demandeurs de renseignements. Il n'y a pas de curiosité pas, sur... pas beaucoup, non. C'est dommage. Et sur l'origine et sur le côté non plus, c'est... sur l'origine des produits, sur le... Tout est affiché, alors peut-être aussi que... On ne sait pas, mais c'est pas, pas une revendication. Comme l'étudiant peut être revendicatif, non, là... Ça peut arriver et on les écoute avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais non, c'est pas, ça ne transparaît pas. Non, pas du tout. Ça ne transparaît pas. D'accord. Bon, on n'a toujours pas de réaction dans notre public.
Bah écoutez, Marie-Cécile, un dernier mot. Un dernier mot pour Oui. dire que le Crous de Perpignan, comme tous les Crous de France, est engagé dans la démarche Mon Resto Responsable. C'est la démarche de progrès de la restauration collective qui permet aux établissements de s'engager sur des progrès tous les 2 ans, que ce soit sur la qualité des achats, sur la qualité des recettes, des menus qui sont proposés, sur l'information du convive, sur le lien avec son territoire. Et là, c'est important pour les achats, mais parfois aussi pour travailler avec des acteurs de l'emploi, du handicap et autres. Également pour les économies d'énergie. Voilà, c'est vraiment une démarche complète qui permet d'être dans un progrès pas à pas des établissements. Et son originalité, c'est qu'elle se fait en séance participative, c'est-à-dire que les engagements qui sont pris tous les 2 ans dans chaque restaurant universitaire sont pris en public. Donc si vous êtes sur Perpignan, n'hésitez pas dans quelques mois à venir à la séance publique du Crous pour découvrir, visiter la cuisine, découvrir les engagements qui sont pris, le travail des équipes, qui sont ces équipes de cuisine qu'on voit rarement et qui sont ces hommes et ces femmes qui font au quotidien du repas de qualité et qui valorisent et sont les premiers ambassadeurs des fruits et légumes frais. Vous avez du monde dans ces réunions? C'est assez difficile. On était une 60aine de personnes quand même la dernière fois, enfin, pour le premier engagement à Perpignan en mars 2022. C'est difficile de faire des invitations sont lancées, les gens ne répondent pas forcément. Mais je pense que le plus important dans l'engagement, c'est l'engagement que nous avons et nos personnels. C'est celui-ci d'engagement, moi, qui a du sens. Et le personnel y suit? Il Oui. est volontaire? Oui. Ouais. On fait des groupes de travail pour avancer et oui, ils sont très volontaires sur le sujet. Donc, opération cuisine ouverte, c'est quand on ne sait pas encore? En mars. En mars? Non, on est passé. On est en avril, là. Ça doit être c'est 3 ans. Ah, c'est l'an 3 prochain? ans. Non, on ne sait pas. Si, c'est l'an prochain? Alors, si c'est pas l'an prochain, ce sera peut-être à l'automne, Bon. parce que là, pour l'année, D'accord. c'est terminé. D'accord. OK. Bon, mais s'il n'y a pas de regrets, merci à toutes les deux. Merci. On a bien compris que c'était pas encore tout à fait ça à la part des fruits et légumes frais, mais que ça progresse, et ça va dans le bon sens. Donc, il n'y a plus qu'à continuer. Merci à toutes les deux. Merci Olivier. Rendez-vous à 15h30 avec le premier grand témoin de Metzfeld 2024, la navigatrice Isabelle Autissier. Nous sommes en année olympique, donc nous avons pris une sportive. Merci, à tout à l'heure.